Bonjour mesdames, messieurs, merci de suivre votre émission Point de vue. Nous sommes le dimanche 11 avril 2021. On reste dans la problématique liée à l'emploi des jeunes en cohérence avec les perspectives et nouvelles orientations dans ce cadre. Monsieur Serigne Gueye Diop, ministre, conseiller et maire de Sandiara est notre invité. Bonjour monsieur le ministre, merci beaucoup. Bonjour monsieur Omar Ning de votre invitation. Alors, l'emploi des jeunes est un éternel défi, on le savait déjà, mais comment appréhender et comprendre la problématique dans le contexte actuel? L'emploi des jeunes est une problématique mondiale en réalité. Chaque année, nous avons en Afrique plus de 20 millions de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Pour le Sénégal, on parle de 200 000 à 250 000 jeunes qui chaque année aussi arrivent sur le marché de l'emploi à la quête d'un travail stable, à la quête de revenus importants pour leur famille. La problématique, elle est très simple. Si vous comparez les sociétés qui ont atteint ce qu'on appelle le plein emploi, les États-Unis, l'Angleterre, à un certain moment, la Corée, le Japon, en réalité, ils ont développé l'activité économique. C'est-à-dire, on ne peut pas dissocier les questions d'emploi et les questions économiques. C'est l'économie en réalité qui crée la croissance et qui crée par conséquent des emplois. Dans notre pays et en Afrique d'une manière générale, vous avez deux problématiques. Vous avez d'une part une économie, un secteur privé qui est faible, n'est-ce pas, qui n'investit pas assez dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie, mais aussi du tertiaire, qui donc par conséquent ne génère pas un PIB suffisamment important pour entraîner une croissance. Vous avez des investissements très faibles, et où, par conséquent, vous avez aussi une consommation très faible. Or, la croissance qui génère des emplois, elle est avant tout une résultante de l'investissement et de la consommation. Donc, c'est ça, en réalité, les grandes causes. L'autre facteur, c'est l'adéquation entre l'emploi et la formation professionnelle. Nous avons aussi, dans la plupart des pays d'Afrique, au Sénégal en particulier, c'est un cas aussi connu en Amérique latine, dans tous les pays en développement, le fait que les universités, nos écoles de formation, nos systèmes d'enseignement n'est pas adapté justement à la demande de l'industrie, à la demande de l'agriculture, à la demande du secteur privé. Donc vous avez, si vous voulez, un ensemble de problèmes qui, en fait, la conséquence immédiate, c'est des jeunes qui sont formés, n'est-ce pas? À l'université, on parle que de 31% qui sortent de l'université, qui ont un emploi. Que fait-on de ces 70%? Au niveau des lycées et collèges du pays, le bac, on est à 33% du bac. Il y a 150 000 élèves qui se présentent au bac. Il y a 50 000 qui arrivent à avoir le bac. Il y a 100 000 autres. Donc ça veut dire que tout notre système d'enseignement général, de formation professionnelle et universitaire doit être revu à la lumière aussi de les besoins de notre économie. Mais heureusement que les perspectives sont bonnes et heureusement qu'il y a des conséquences. Heureusement qu'il y a aussi des cas réussis. Et nous devons tout simplement apprendre auprès de ces pays qui ont connu les mêmes problèmes et qui l'ont résolu. Le cadrage est important. Malgré tout, malgré la complexité du problème, on a vu quand même qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Des mécanismes ont été mis en place, accompagnés de financement. Alors, si on évaluait, qu'est-ce qu'on peut retenir en définitive? Pourquoi je veux dire, ces mécanismes-là en place n'arrivent pas, surtout à absorber les demandes d'emploi? Je pense que l'emploi est en réalité au cœur même des politiques publiques, notamment de notre référentiel, le plan Sénégal émergent, qui a compris qu'on ne peut pas créer des emplois ex nihilo, on peut créer des emplois qu'en mettant en place une politique industrielle. Les zones économiques spéciales, on y reviendra tout à l'heure, les agropoles, on y reviendra tout à l'heure. Une politique agricole qui peut générer des milliers, voire des millions d'emplois. Dans le secteur tertiaire, tout ce qui est donc banque, finance, industrialisation, numérique, tout ça crée des emplois. Et ouais, comme vous le savez, le plan Sénégal émergent a mis des dizaines de milliards, si vous voulez, dans ce domaine-là pour de l'investissement. En même temps, on a aussi essayé d'attirer des instruments étrangers, les IDE. Parce que comme je vous le dis, la première chose qu'il faut faire, c'est activer les investissements. Parce que c'est eux qui créent les emplois. D'autre part, le gouvernement a mis en place également une politique
à travers nos instruments tels que l'ADER, l'ANPEJ, l'ADPME, le bureau de mise à niveau, pour aussi accompagner les jeunes, accompagner les entreprises. Et tout le débat, c'est maintenant, est-ce que ces politiques ont permis justement d'atteindre nos objectifs? Et c'est là où on a peut-être une réflexion à faire sur peut-être une proximité, peut-être beaucoup plus adéquate entre les jeunes de Sandiara, les jeunes et l'ANPEJ, entre ces jeunes et l'ADPME. Il faut réfléchir maintenant à créer, comme on l'a dit, des zones où quelqu'un qui a un projet ou qui a une entreprise à monter peut rapidement accéder à un pôle pour justement avoir un dossier sur on va essayer de jeter un coup d'œil sur ces solutions structurelles. Mais on peut peut-être lire d'abord ce qui peut être considéré comme une urgence, une solution d'urgence. Le président de la République a décidé de mobiliser 80 milliards de francs CFA pour le recrutement de 65 000 jeunes dans divers secteurs, éducation, sécurité, nettoiement, cadre de vie, etc. Alors, est-ce qu'on peut apprécier cette démarche, l'approche? Comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle porte ses fruits? Bien sûr. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on a appelé le plan Marshall, la création de millions d'emplois publics. L'État peut aussi, avec des politiques publiques appropriées, créer justement un plan de recrutement pour des projets d'intérêt public. Tout le monde sait que l'enseignement aujourd'hui est un projet d'une importance capitale. L'enseignement est une des bases du plan Sénégal émergent, c'est le capital humain. Donc prendre 65 000 jeunes, justement par l'État, des fonctionnaires ou en tout cas des contractuels qui vont être mis sur le marché du travail immédiatement, alors c'est une solution et on l'a vu, les emplois massifs pour paver des routes, pour reforester, des emplois massifs également pour faire de l'agriculture, des aménagements, des routes. C'est ça comme ça que l'Europe a réussi à faire ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Entre 1945 et 1965, 1970, justement, l'Europe a fait venir des millions de personnes d'Afrique, du Nord, d'Afrique noire, justement parce qu'elle avait besoin de plus de main-d'œuvre. Donc, c'est les politiques publiques, contrairement à ce que certains disent, que ce n'est pas à l'État de... Non, ce n'est pas ça. L'État peut aussi avoir des politiques publiques pour, justement... Et le président a eu 3 approches. Il y a d'abord l'approche court terme. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat? Ensuite, il y a l'approche moyen terme. C'est pour ça qu'on a dit que ce programme doit être sur 3 ans, n'est-ce pas? Les 450 milliards. On ne va pas les faire sur une seule année. Et l'approche maintenant à long terme, c'est les investissements, c'est le pétrole, c'est le gaz, c'est le PRACAS, les politiques agricoles, c'est les agropoles. C'est la démarche naturelle, quoi. C'est la démarche scientifique, j'allais dire, parce que c'est comme ça qu'il faut procéder. En réalité, ce qui est très important dans la politique du président, c'est l'écoute d'abord. Le conseil présidentiel va d'abord essayer de comprendre quel est le besoin des jeunes. Nous avons fait l'exercice dans le département de Mbour avec ce qu'on appelle la grande écoute, le grand déglou. Et nous, on s'est rendu compte que les jeunes n'ont pas le même besoin. Tous les jeunes n'ont pas besoin de financement. On a catégorisé les jeunes dans 3 groupes. Une grande partie de ces jeunes, de 0 à 35 ans, c'est quand même 70% de la population. C'est énorme, c'est 12 millions de personnes. Mais la partie active, c'est à peine à peu près 8 millions à 9 millions de personnes qui, entre 15 ans et 35 ans, c'est ça qu'on définit en tout cas, c'est comme ça qu'on définit un chômeur, c'est à partir de 15 ans jusqu'à 35 ans. Et nous avons écouté les 18-35 ans. Et l'une des choses qui sort, c'est que tout le monde n'a pas besoin, n'est pas à la recherche de financement. Parce qu'il y a 2 types d'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat réfléchi de quelqu'un qui a une idée et qui a envie d'entreprendre, qui crée une start-up, qui a les bagages nécessaires au niveau intellectuel, au niveau technique, au niveau professionnel. Et il y a l'entrepreneuriat, si vous voulez, par défaut. C'est ça. L'homme de la rue, le formel, celui qui vend. Et là, nous devons bien identifier ces 2 choses. Ensuite, donc, ça, c'est l'entrepreneur. Celui qui a une formation et qui cherche un soutien, un financement auprès des banques, mais aussi un encadrement technique. On va revenir sur le cas de la Corée. Parce que ces jeunes, il faut quand même les encadrer. Il faut des coachs, comme au football, il faut des coachs pour s'assurer qu'ils ne dévient pas. Et l'autre groupe, c'est des gens qui n'ont ni formation et qui n'ont pas d'emploi. Alors ce groupe-là, c'est le plus gros. C'est la majorité. C'est la majorité. C'est elle qui est dans les quartiers de Pikine, de Mbour, de Thiès, un peu partout. Et elle pose un vrai problème. Parce qu'elle a quitté l'école très tôt.
Elle a appris un métier et ce métier ne permet pas d'avoir une vie décente. Peut-être le métier n'est pas encore certifié. Ou alors il n'a même pas appris de métier. Oui, il n'a même pas appris de métier. Oui. Et cette classe n'a pas besoin de financement tout de suite. Il faut faire très attention. Parce que si on ne les forme pas, alors ce sera un problème. Ils ont besoin surtout d'emploi. Soit d'emploi à court terme, tout de suite, ou dans les années 2-3 ans. Donc la dimension formation est nécessaire, c'est capital. Alors elle est essentielle. L'expérience montre que déjà dans les années 80, on a eu ce problème-là. Ici, le projet Maîtrisard. On a donné à des économistes justement de l'argent pour faire des emprises de taxi. Et ils ont tous échoué, sans exception. Certains sont allés aux États-Unis. Et la question essentielle, c'est à la fois la formation théorique et la formation pratique. Moi, j'ai fait 30 ans dans l'industrie, au niveau du groupe Nestlé en Suisse. Alors, en Suisse, la raison pour laquelle l'emploi entrepreneurial, ça marche, c'est parce qu'il y a une formation école-entreprise. Et justement, ce modèle école-entreprise, c'est lui qui permet de faire en sorte que l'élève puisse réussir, le jeune entrepreneur puisse réussir. C'est la formation duale, quoi. Elle est essentielle dans ce processus-là. Donc, je disais que l'approche à court terme, ces projets que le président va, c'est 85 milliards. À moyen terme, ce sera certainement le soutien aux entreprises, parce que n'oubliez pas que si on ne soutient pas les PME qui embauchent, avec un contrat, bien sûr, en disant, OK, on te donne l'argent, mais tu embauches 100 personnes. Je te donne 2 milliards, mais tu embauches 200 personnes. Là, c'est justement les contrats entreprises pour l'emploi. Ça aussi, c'est une expérience qui a été assez réussie en France. Et je crois qu'il faut que les entreprises aussi aient leur part. Donc, on doit demander le point de vue des jeunes. C'est très important, c'est dans cette écoute-là. Le point de vue des entrepreneurs, ceux qui embauchent, et justement le point de vue aussi des financiers, les banques qui sont là pour justement apporter... Je crois que c'est ces trois-là qui permettront de trouver une solution. Mais il faudrait maintenant qu'on réunisse l'ensemble des structures de formation pour leur demander quelle est la raison pour laquelle ils n'arrivent pas encore à dépasser ces 4 à 5% de taux de formation professionnelle. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau du Sénégal, en 2012, il n'y avait que 4% d'écoles de formation professionnelle qu'on pouvait faire. Et donc, ça veut dire que 96%, c'est dans la formation pratique. Et enfin, il faut aussi qu'on associe les universitaires, ces écoles privées, ces universités privées, pour voir quelles solutions on peut apporter à cette question d'emploi. Oui, le maillage du pays au niveau départemental, en termes d'écoles de formation, 45 sont prévues. Est-ce que, justement, pour apporter une réponse à ce manque de formation-là, ça peut être plausible, à votre avis? Alors, pour moi, c'est la solution. Et je le dis depuis plusieurs années, parce que le système que j'ai connu, en tout cas en Suisse, c'est basé sur cela. Le modèle dual. Le modèle dual reste le modèle le plus efficace, parce qu'il est pratiqué en Allemagne, en Autriche, au Canada. Et ce modèle met en avant la formation professionnelle. Vous savez que dans ces pays comme la Suisse, 70% des jeunes à l'âge de 12 ans, en fait, sont orientés vers la formation professionnelle tout de suite. Et il n'y a que 20% à 30% qui vont vers l'université. Alors ça veut dire qu'il faut construire beaucoup plus de lycées professionnels que de lycées d'enseignement général. Mais ça, c'est un changement majeur de paradigme. C'est pour ça que le chef de l'État a décidé de mettre d'abord 7 lycées professionnels il y a 5 ans. On en a construit beaucoup, on a presque une trentaine de centres. Et maintenant, il faut ajouter 45 autres lycées dans les départements. C'est pour un peu territorialiser la formation professionnelle, pour répondre de façon locale, objective, avec une proximité aussi de la demande de l'économie. Parce que les formations doivent être toujours arrimées à l'économie. Et l'exemple que je cite souvent, c'est la Chine. La Chine a réformé, autour des 30 dernières années, 5 fois son système de formation universitaire, technique et professionnelle. Donc ces lycées permettront, en réalité, de régler la question dont je parlais tout à l'heure, de l'adéquation entre la formation du jeune et les emplois qui sont offerts par l'économie locale, l'agriculture, l'industrie, etc. Et lors d'une visite en Suisse, justement, il y a quelques années, le président de la République avait visité des ateliers de formation. On peut les répliquer dans les lycées professionnels ou techniques qu'on va créer? Absolument. Ça va être le même modèle? Le modèle... Il était prévu d'en faire d'ailleurs un à Sandiara. Absolument. C'est ça. Le modèle que nous avons retenu à l'époque, c'était le modèle dual, école-entreprise. Nous avions voulu que
dans ces écoles-là qu'on ait à la fois une zone industrielle à côté d'une école, une zone agricole à côté d'une école, un port qui abrite une école. Donc c'est ça le modèle suisse. On fait une journée à l'école et 4 jours dans l'entreprise pendant 3 ans. Oui. Et vous êtes d'accord qu'au bout de ce temps-là, on a le temps d'apprendre un métier, on a le temps d'être confronté à la discipline de l'entreprise, à savoir ce que c'est qu'un contrat de travail. Mais pendant ce temps, on est coaché par un ingénieur, un technicien qui est au niveau donc de l'usine. Et ce modèle-là, qui s'appelle ici au niveau du Sénégal le P2A, le projet école-entreprise qui est en train d'être déroulé au Sénégal. Ok, vous avez tout à l'heure parlé d'un élément important dans le processus qui est en route actuellement, c'est l'écoute. C'est d'ailleurs le sens du conseil présidentiel que le président de la République va présider prochainement. Finalement, qu'est-ce qu'on doit essayer de comprendre à travers la procédure d'écoute dont vous parliez? Vous citiez le cas de Sandiara, là-bas dans votre zone. Qu'est-ce que cela vous a permis de comprendre exactement? Alors, c'est vrai que ce programme d'écoute qui est en train d'être déroulé aujourd'hui dans les 16 arrondissements, dans les 16 communes de Mbour, nous a donné 2 informations. La première, c'est qu'on ne comprenait pas en réalité la structuration même de ces besoins des jeunes. On ne savait pas qui était entrepreneur et qui voulait être entrepreneur. On ne savait pas qui était demandeur d'une formation. On ne savait pas non plus qui voulait un travail immédiat. Donc l'écoute nous a permis de nous dire qu'est-ce que vous voulez d'abord. Qu'est-ce que vous voulez? Vous les identifiez. Parce que nous essayons d'appliquer la méthode d'IMEIC. Hein? Si vous voulez régler un problème, il faut le définir, le mesurer, savoir quel est le taux de chômage, l'analyser, analyser les résultats, ensuite innover la mise en œuvre ou l'implémenter et puis contrôler. Donc dans cette méthode-là, la première chose, c'est déjà d'écouter. On ne connaissait pas, on ne connaît même pas aujourd'hui le taux de chômage réel. Il nous manque des statistiques fiables. Et donc ce système-là, qui est basé sur un système d'intelligence artificielle, vous permet, avec un simple système d'intelligence artificielle, un téléphone, de recueillir l'avis du jeune sur sa situation d'abord, si vous avez les statistiques, l'avis des jeunes sur ce qu'il veut faire, l'avis des jeunes sur... Et ça vous permet d'avoir instantanément... Et on a été surpris. On s'est rendu compte que les jeunes ne comprenaient pas encore, n'étaient pas au courant des politiques même publiques, dans beaucoup de départements, dans beaucoup de communes. Des structures comme l'ANPEJ, comme la DER, comme la DPME, beaucoup de structures de l'État, en réalité, quand on leur a posé la question, voilà, ils disent, mais c'est quoi ça? Donc ça veut dire que quelque part, la communication de ce que fait l'État au niveau national vraiment reste à parfaire. L'autre information qu'on a aussi eue à partir de cette enquête, c'est que les politiques publiques, d'une manière générale, pas seulement les politiques de jeunesse, ne sont pas également peut-être bien comprises. Donc il y a un travail à faire en termes de communication au niveau local. C'est pour cette raison-là que la décision que le président a prise de délocaliser des structures telles que la DER, telles que l'APIX, telles que l'ANPEJ, mais l'ADPME, le bureau de mise à niveau, toutes ces structures maintenant doivent aller au niveau département, voire même au niveau des communes. Et nous, à Sandiara, on avait anticipé, on avait déjà créé donc, ce bureau de l'emploi au niveau de C'est la territorialisation des politiques publiques pour la proximité. Notamment en matière d'emploi. En matière d'emploi, en matière d'investissement, en matière de financement. C'est comme ça qu'on peut résoudre ces problèmes-là. D'accord. Maintenant, il est question également au niveau local de l'agropole centre, c'est bien ça? L'Ouest. Ouest, voilà, oui, avec une sorte d'intercommunalité. C'est Mbour, c'est Malikunda et Nguyen. Voilà, Sandiara. Sandiara, voilà. Oui. Voilà, c'est une perspective en vérité qui peut profiter aux jeunes si tant est que les opportunités existent sur place. Absolument. Oui. J'ai fait des calculs en matière d'agriculture. L'une des causes de chômage en milieu réel, c'est que nous travaillons 4 mois sur 12. Et ça fait sur 2000 heures qu'on travaille normalement, 8 heures par jour, 40 heures par semaine. Une personne normalement travaille pendant 2000 heures. Or, cette population agricole, c'est 59% de la population sénégalaise. Alors, elle travaille que 600 heures sur 2000 heures. Donc, il y a 1400 heures qui sont chômées. Et justement, ça, c'est pendant la période de novembre au mois de juin. Et justement, les agropoles répondent précisément à cette question-là. Au lieu d'avoir 8 millions de personnes chômées pendant au moins donc, 8 mois à 9 mois, en créant des agropoles et en maîtrisant l'eau,
en réalité, vous permettez tout de suite d'avoir de l'emploi sur toute l'année. Et ça, c'est un emploi déjà. Donc l'agropole intercommunal de Malicounda, c'est quand même 1160 hectares de terre. Mais ces terres, on ne va pas cultiver ni du maïs, ni du mil. Parce que ça, c'est des cultures qui font 1 tonne à l'hectare, 2 tonnes à l'hectare. Ce ne sont pas des cultures qui vont créer une forte productivité. Nous allons faire des cultures à très haute valeur ajoutée, des serres agricoles qui produisent 100, 200 tonnes de tomates à l'hectare. Nous allons faire du lait, des produits laitiers qu'on peut transformer, qui vont avoir beaucoup de valeur, de la viande. Mais nous allons aussi créer 3 écoles à l'intérieur. Il y aura une école d'agriculture, une école d'élevage et aussi une école de mécanisation. Donc dans chaque agropole, on appelle ça des zones de développement agricole, nous allons prendre 100 jeunes de chaque commune et les former. Et ces jeunes seront à la fois des coopérants, une zone coopérative, et ils sont en même temps des employés. Et l'autre partie de l'agropole, ce sera l'agrobusiness. Nous allons demander à des investisseurs nationaux ou internationaux de venir prendre des terres comme dans une zone et développer donc un projet agricole. Ça, c'est ce qui est attendu en tout cas des collectivités territoriales parce que évidemment, c'est en vérité elles qui comprennent les véritables préoccupations des jeunes, parce qu'étant évidemment plus proches de ces populations-là. C'est d'ailleurs pourquoi le président de la République a récemment insisté sur l'implication à la territorialisation justement de ces mécanismes en vue dans la prise en charge de la question de l'emploi. Exactement. Je pense que l'acte 3 déjà avait réglé une bonne partie des problèmes. Le rôle des maires aujourd'hui et des collectivités locales, des conseils départementaux, c'est quand même impulser ces politiques publiques nationales au niveau local. Oui. Et nous, ce qu'on essaie de faire, nous savons que ces questions d'emploi, en fait, sont liées à des questions structurelles, à des investissements, à de la formation. Et c'est là où les collectivités peuvent anticiper. C'est là où nous pouvons, comme nous sommes proches des populations, nous sommes élus par ces populations-là, nous pouvons faire venir aussi des investisseurs au niveau international. Alors nous pouvons justement agir sur ces leviers-là. Et l'agropole va permettre de créer 5 000 emplois directs et certainement 5 000 emplois indirects. C'est 54 milliards quand même de francs. C'est énorme, c'est 1200 hectares. Et à côté, nous avons aussi la zone économique spéciale de Sandiara, qui, elle, va être finalement, à l'image de Diamniadio et de Dias, un autre poumon économique, pas seulement pour Sandiara, parce que c'est 20 000 emplois. Aujourd'hui, nous avons une trentaine d'usines, oui, dont 10 actuellement sont en train de s'implanter. Et justement, c'est ça qui permet de créer des emplois. L'emploi industriel, il est créé de la façon suivante. Chaque fois que vous fabriquez un produit qui coûte 1000 francs, il faut savoir que les 20 à 25%, en fait, c'est le coût de la main-d'œuvre. Les 60-50%, ça peut être le coût de la matière première. L'emploi agricole, c'est la même chose. Quand vous semez, vous récoltez et vous labourez, en réalité, là aussi, même chose, sur chaque kilo de pommes de terre ou chaque kilo de melon que vous produisez, il faut savoir que 20 à 30%, en fait, c'est de la main-d'œuvre. Donc, vous voyez que tant que vous ne créerez pas les conditions de production de ce produit industriel, qu'il soit du lait, du café ou voilà, des produits textiles, tant que vous ne créez pas pour avoir de l'agriculture à haute valeur ajoutée, en réalité, vous ne pourrez pas résoudre les questions d'emploi. C'est pour cette raison-là que dans ces fonds dont on parle, ces 450 milliards, il y aura aussi une aide, justement, au secteur industriel, au secteur agricole, aux PME, pour qu'elles puissent créer de la valeur, donc créer donc de l'emploi. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ces projets. Et comme je le disais, l'agropole permet en réalité de réduire ce temps de travail qui est perdu. Quand je l'ai évalué, c'était plus de 8 milliards de dollars par année que le Sénégal perdait pour justement en n'occupant pas les populations. Et c'est pour ça qu'on a tous ces programmes de faire des vallées fossiles qu'on avait avant, ces programmes de forage, de PUDC, ainsi de suite. Mais si on couvrait notre territoire national d'agropole, de zones industrielles, avec de l'eau qui pourrait être pompée à partir du fleuve pour aller vers l'intérieur du pays, effectivement, vous allez pouvoir maintenant réduire ces 2000 heures dont j'ai parlé, oui, ces 1400 heures chômées, vous allez les réduire peut-être d'abord à 1000 heures, ensuite à 500 heures. Et là, vous ne créez pas 1000 emplois, vous créez 1 million d'emplois, parce que, comme je l'ai dit, 59% de la population, elles sont en milieu justement rural, les autres sont en ville, etc. Maintenant, on a de bonnes perspectives dans le futur. Et ça qui me rend très optimiste, oui, c'est le pétrole. Alors, le pétrole et le gaz nous permettent en réalité de décider de délocaliser l'emploi à Tambacounda. C'est des tuyaux qu'on peut pomper.
des pipelines qu'on peut faire et délocaliser tout simplement les emplois stratégiques vers de nouvelles raffineries, vers de nouvelles zones de fabrication d'engrais, vers de nouvelles industries, pour faire en sorte que ce rêve que le président avait d'avoir des pôles territoires, que ce rêve puisse se réaliser en réalité. Et je crois que c'est ça le futur. Mais là aussi, ça doit s'accompagner de formation, parce que le pétrole est un autre domaine qui appelle une formation adaptée. Je pense que le pétrole, avec surtout le contenu local, va nécessiter beaucoup de transferts de technologie. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'est préparé avec l'Institut national du pétrole à le faire. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Tous les lycées techniques dont le chef de l'État parle, les 45 lycées, devront avoir une section pétrole, une section gaz, une section chaudronnerie, une section maintenant contrat pétrolier et tout ça. Ouais, c'est le sens de l'adéquation emploi-formation. Exactement. Et c'est comme ça qu'on doit... Je pense que ces écoles-là doivent être dirigées en réalité par le secteur privé, par le secteur industriel. Parce que ce contrat-là qu'on doit avoir pour créer ces millions d'emplois, il ne peut se faire qu'à partir de ça. Et là aussi, j'ai fait un calcul. Si on fait juste on prend une cinquantaine d'écoles techniques, de lycées techniques, que chacune de ces écoles forme tout simplement 2000 élèves par année, vous avez 100 000 élèves qui vont sortir, mais formés. Ces 100 000, c'est des professionnels qui décident soit d'aller vers l'emploi salarié ou vers créer des... C'est dans le domaine agricole. Ils vont dans l'agriculture. Chacun d'entre eux va pouvoir embaucher 10 personnes par hectare. Donc, vous voyez, c'est ce genre de réflexion qu'il faut avoir. Et c'est ça, toute la puissance même du programme des 45 lycées. Et je pense qu'il faut même 100 lycées dans le futur, parce qu'il faut que ces formations professionnelles soient descendues au niveau des communes, d'abord, ou au niveau des arrondissements, pour que, à partir de la troisième, que l'élève ait le choix clair d'aller vers une formation technique, la menuiserie, le dépannage des véhicules, l'industrie, ainsi de suite, ou bien dire, OK, moi je suis assez fort en sciences fondamentales, en mathématiques, en physique, en chimie, ou en art et en culture, et aller vers là. Et maintenant, réserver d'abord 50% de nos jeunes doivent aller vers la formation professionnelle. Et puis plus tard, au niveau de l'université, on doit faire le même travail. Au niveau de l'université, aujourd'hui, on est à 70% de littéraire, en tout cas de matières non scientifiques, et 30% de sciences, etc. Il faut aussi qu'on arrive à inverser ça. Parce que le problème de l'université, en réalité, il résulte du primaire et du secondaire. Et c'est pour ça, au niveau de Sandiaro, nous encourageons surtout les universités professionnelles à venir s'installer pour pouvoir aider justement ces gens qui ne sont pas allés dans les lycées techniques, qui veulent faire une formation, une licence professionnelle et qui veulent tout de suite trouver un emploi. Et ça va demander une grande révolution, parce qu'on a une culture tellement ancrée dans l'enseignement général que, bon, voilà, on est... Oui, c'est carrément un problème. Absolument. Ouais. C'est des décisions. Je pense que c'est la volonté du chef de l'État. Le congrès, la réunion qui a été présidée en 2013, alors avait pris 11 mesures. Dont celle-là, le fait que au moins 30% des jeunes aillent d'abord vers la formation professionnelle. On est loin de là. Je crois qu'on est peut-être aux alentours de 12-13% aujourd'hui. Et le fait aussi de faire en sorte que 70% des étudiants soient dans le domaine scientifique, ce que la Chine a fait, ce que la Corée a fait. Donc on ne peut pas se passer de ces mesures-là, il faut les faire. Ça demande beaucoup de courage politique, mais il faut le faire. D'accord. Alors, tout à l'heure, en parlant de l'enveloppe qui sera dégagée, 450 milliards, vous avez mis l'accent sur l'importance d'accompagner les industries. Justement, l'industrialisation est un vœu. Ça a été un problème, parce que pendant longtemps, le tissu a été un peu... s'est estompé, en tout cas, si on peut le dire comme ça, à un moment donné. Il faudra peut-être redynamiser. Comment y arriver, à votre avis? Alors, l'industrialisation n'est pas un choix. Hein, on ne peut juste pas s'en passer. C'est-à-dire, soit vous subissez les produits industriels des autres, hein, vous les consommez en les important, ou vous les faites vous-même. Alors, pour créer une industrialisation d'un pays, il faut avoir une politique industrielle. Une politique industrielle, c'est vraiment du moyen et long terme. Hein. C'est d'abord essayer de favoriser les investissements directs étrangers et les investissements nationaux, et les accompagner donc de mesures fiscales incitatives. Il faut faire en sorte que le travail soit le plus souple possible, hein, sinon les industriels ne viennent pas. Il faut faire en sorte également que le coût des facteurs de production, l'énergie, l'électricité, l'eau,
et les taxes aussi qui souvent peuvent réduire l'efficacité de l'industrie puissent. Mais la question de l'industrie, elle est assez facile à résoudre, à mon sens. J'ai fait aussi des calculs. Je suis tout le temps en train de réfléchir sur ces choses-là. Il suffit qu'on prenne les 100 produits les plus consommés au Sénégal, qui sont importés, dans un premier temps. Ensuite, passer aux 1000 produits les plus importés, les plus consommés, dans 5 à 10 ans. Vous avez, en ce moment-là, pratiquement l'équivalent de 4 000 milliards ou 5 000 milliards que vous pouvez en réalité produire localement. Et c'est ça qui est très intéressant. Si les pays qui sont industrialisés, et j'ai vu ça au Nigeria, j'ai vu ça en Afrique du Sud aussi, quand j'étais en Afrique du Sud, en fait, ils décident tout simplement que, voilà, on a 100 produits alimentaires, des produits textiles, des produits électroniques qu'on va fabriquer au Sénégal, ou au Nigeria. Et là, on ne discute pas de ça. On demande une période et on donne des mesures incitatives. Et ça, à partir du moment où le lait n'est plus autorisé, l'importation n'est plus autorisée, comme les poulets d'ailleurs, on l'a réussi avec tout ce qui est aviculture. À partir du moment où on décide que tout ce qui est alimentaire, les pommes de terre ne seront plus importées, certains véhicules ne seront même plus importés, et ça vous le faites sur une politique de 10 ans, alors tout de suite, vous avez une industrie locale qui se développe. Ça peut être des nationaux qu'il faut favoriser. Moi, je suis pour le patriotisme économique. Il faut les pousser, il faut des champions, ce que le Nigeria a fait. Mais il faut également demander aux autres qui ont la technologie et la science. Parce que là, on est un peu en retard. On est très en retard sur le plan scientifique. Moi, j'ai dirigé toute la recherche scientifique de Nestlé pour l'Afrique. Et c'est là où j'ai compris que tant qu'on ne maîtrisera pas la science et la technologie, on ne pourra pas développer l'industrie. L'industrie, c'est la technologie. La technologie, c'est l'application, justement, de la science. Donc, c'est ça qui fait que cette politique industrielle, maintenant, doit s'accompagner de zones économiques spéciales, Dias, Diamniadio. Il en faut au moins 14, à mon avis, au niveau national. Ça doit s'accompagner de zones agricoles, de ces agropoles-là, de ports à l'intérieur, de raffineries au niveau du pays. Bref, de grands travaux qui nous permettent de fabriquer des intrants, des pièces détachées pour l'industrie, ainsi de suite. Donc c'est un écosystème que le gouvernement mais va pourtant, créer. tout cela est clair. L'idée et la vision est claire et tout. Il faudrait peut-être plus de mobilisation, de dynamisme, surtout de privé. Voilà, je pense que la politique industrielle, elle est très claire. Là où on doit peut-être faire plus d'efforts, c'est sur l'attractivité, faire en sorte que la destination Sénégal soit mieux vendue, faire en sorte que le patronat national lui-même soit soutenu, voilà, avec des investissements massifs, des subventions. Beaucoup de pays le font, les pays fabriquent carrément leurs champions. Aller au niveau interne, par exemple, à Sandiara, cette année, nous allons faire un forum qui va s'appeler Invest in Sandiara. Je vais aller au Colorado cette année, au Japon et tout, pour justement vendre la destination. Parce que c'est du marketing. Les maires et les pays doivent faire du marketing territorial pour le tourisme, mais aussi pour l'industrie, mais aussi pour l'agriculture. Tant que vous ne le faites pas, ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs étrangers, il faut savoir que ce n'est que 3%, il n'y a que 3% qui vient en Afrique. Les 97 vont ailleurs, parce que les autres pays sont beaucoup plus efficaces que nous. Il faut mettre beaucoup d'argent dans le marketing territorial. C'est comme une montre, une voiture ou un produit alimentaire. Si vous n'avez pas une marque pour justement mieux vendre ce produit-là, si vous n'avez pas un plan média, un plan marketing, en fait, vous ne pouvez pas réussir. Je pense que c'est ce qu'on essaie de faire avec l'APIX, avec toutes nos structures, l'ACEPEX pour exporter nos produits sénégalais. Mais en réalité, on doit l'agence de promotion touristique, par exemple. Absolument. Voilà, il faut mettre beaucoup, voilà, faire ce travail-là également. Mais vous voyez que ça doit impliquer la mobilisation des collectivités territoriales, par exemple, que vous êtes. Absolument. Nous, ce qu'on essaie de faire, on a un programme annuel de visite à l'international et un programme de forum et d'activités pour attirer les investisseurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes à 42 milliards d'investissements dans la zone économique de Sandiara. Donc finalement, ce conseil présidentiel qui est attendu dans quelques jours peut être un élément déclencheur. Des solutions peuvent vraiment sortir de la rencontre sur la base de l'écoute que vous venez d'expliquer. Oui, c'est vraiment l'objectif du chef de l'État. C'est se dire maintenant, on va marquer un temps d'arrêt. Nous allons appeler les acteurs pour leur demander, pour les écouter. Et il a toujours fait, il y a eu des conseils présidentiels sur l'investissement, il y en aura sur l'APE, etc. L'idée, c'est réunir les acteurs, tous les acteurs, qu'ils soient de l'industrie, le secteur privé, le secteur public, certainement les investisseurs et les jeunes. Les jeunes doivent... Donc il n'y aura pas que les jeunes.
C'est un ensemble de... Bien sûr, voilà, parce que les jeunes à eux seuls, voilà, les jeunes, c'est des acteurs. Il ne faut pas les prendre comme des bénéficiaires. En réalité, c'est des acteurs. Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent également donner un point de vue. Et vous savez, ces jeunes, il faut que la parité qu'on a faite au niveau des femmes, au niveau de l'Assemblée nationale, 50% de femmes, etc., il va falloir qu'on pense aussi que ces assemblées doivent avoir au moins 30% de jeunes. 10% d'abord, 20%, mais 30%. Pourquoi? Parce que c'est eux les futurs leaders. S'ils n'apprennent pas justement à diriger, à légiférer, à tenir, justement, à représenter ces jeunes, quand on a 70% de la population qui a moins de 35 ans, ils doivent être plus présents quand même au niveau du législatif, au niveau de l'exécutif, au niveau Ils doivent être représentés dans les centres de décision. Absolument. Et c'est justement le sens de ce conseil présidentiel. On écoute les jeunes, on écoute leurs solutions. Ils ont des solutions qu'ils proposent, mais on écoute également ceux qui donnent l'emploi, les entrepreneurs, le secteur privé. Il faut le faire. Parce que le développement international, c'est les trois. Hein. C'est le secteur public, l'État, c'est le secteur privé et c'est aussi les organisations non gouvernementales, les ONG, la société civile. Il faut qu'on les écoute également pour voir à leur sens quelle est la cause de ce chômage. Je parle des causes racines, des root causes, et quelles sont les solutions qu'on peut avoir. Il faut passer en revue justement toutes les solutions qu'on a proposées, qui ont marché, celles qui n'ont pas marché, mais aussi voir qu'est-ce qui se fait à l'extérieur. Parce que ce n'est pas la première fois que des problèmes de chômage se posent et ce n'est pas la première fois non plus que des solutions marchent. L'exemple souvent que je cite, c'est la Chine. La Chine a réussi en 30 ans à sortir 800 millions de personnes de la pauvreté. Comment ils ont fait? L'Académie chinoise des sciences, j'ai assisté à une de leurs sessions, ils ont démontré que pour justement régler ces questions d'emploi et résoudre ces questions de chômage, il faut trois choses. Il faut d'abord créer des opportunités. Ça veut dire les écoles, les zones industrielles, les dispensaires, tout ce qui est dans le milieu, ce sera une opportunité d'emploi. Il faut de l'eau dans ces zones-là. Il faut des routes et il faut de l'électricité. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi justement dans les villages les plus éloignés, en amenant ces facteurs-là dans ces zones, des opportunités, c'est-à-dire des marchés, etc. Et ce qu'on est en train de faire aussi à Sanguer, avec le port sec, avec la cité financière que nous sommes en train de réaliser, la zone industrielle. Donc vous créez tellement d'opportunités que les gens peuvent vendre ou se faire employer. Ils peuvent entreprendre ou se faire embaucher. Donc c'est ça qu'on doit créer, en tout cas au niveau national. Et le jour où nous allons créer ça, avec surtout l'avènement du pétrole et du gaz, c'est énorme. Parce que le gaz à lui seul nous permettra en tout cas d'avoir une industrie très importante en matière d'engrais, en matière également de produits issus du gaz, mais nous permettra aussi d'avoir de l'énergie très peu chère avec le gaz to power. Le pétrole nous permet de faire exactement la même chose, d'avoir beaucoup de devises en tout cas, de baisser nos coûts de production, donc de baisser les coûts des engrais, de baisser aussi les coûts de produits alimentaires, parce que l'agriculture utilise beaucoup d'énergie. Donc c'est ça, en fait, qui nous permettra de créer des millions d'emplois dans les années à venir. Et c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, on n'a qu'une raffinerie. Il en faut au moins 4. Ces raffineries, il faut les mettre à l'intérieur du pays, à Tamba, en Casamance, à Ziguinchor. Donc c'est ça que le président, en réalité, veut faire. Il veut écouter tous les acteurs dans un premier temps, dire cet argent aussi, il veut le gérer lui-même, parce qu'on ne peut pas... tout simplement, ces politiques importantes, ça doit être au niveau central pour voir à partir des études, à partir des résultats de ces discussions que nous aurons, nous pourrons savoir maintenant quel est le pourcentage de jeunes qui veulent être entrepreneurs, donc qui a besoin de financement. Ouais. Quel est le pourcentage de jeunes qui finalement, eux, ils veulent juste une formation technique, audiovisuelle, ainsi de suite. Et quel est le pourcentage des jeunes qui veulent un emploi immédiat? Et à partir de là, nous allons maintenant comparer l'offre. Ce qu'on a fait aussi dans le département de Mbour, après l'enquête au niveau des jeunes, on va faire une enquête au niveau des chefs d'entreprise, de Sali, des zones industrielles, de la pêche, pour voir quel est leur besoin. Parce qu'on ne connaît pas ce besoin-là. Donc c'est les deux là qu'il faut arriver à matcher. Et je pense que nous avons de très bonnes perspectives. C'est ça qui permet d'être efficient dans la gestion des fonds, parce qu'effectivement, le fait que le président de la République prenne en main cet aspect-là est une façon d'évaluer. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été mobilisé dans le cadre du financement des projets des jeunes. Voilà, c'est ça. Je pense et il faut évaluer. C'est vrai qu'il faut faire le bilan. Vous voyez, je vous disais, dans cette méthode, il faut contrôler. Le DMAIC, le dernier C, c'est vraiment contrôler. Si vous mesurez un phénomène
Alors, à partir de ces phénomènes, vous dites, qu'on dise qu'il y a 70% de taux de chômage, par exemple, au niveau des jeunes. Vous mettez en place des politiques. Pour le réduire, chaque année, est-ce qu'on passe de 70 à 50, de 50 à 30, ainsi de suite. Et ce contrôle-là, il est très important. C'est les données. En science, dans tous les domaines, tant que vous ne contrôlez pas, vous ne mesurez pas un phénomène. Et je pense que le président veut maintenant non seulement savoir quel est le besoin précis, quelle est la cible, parce qu'il ne faut pas se tromper de cible, quel montant on doit donner aux entrepreneurs, comme j'ai dit, par défaut, aux entrepreneurs par ambition même, ceux qui sont formés, comment on fait pour lancer de grands travaux. Et ces 65 000 emplois, justement, c'est destiné à des gens qui sont au chômage, n'est-ce pas, qui sont formés, qui peuvent devenir des enseignants. Et on sait que le pays a besoin de milliers d'enseignants. Ce sera la même chose certainement pour l'université, ce sera la même chose. Mais beaucoup plus loin, nous pouvons aussi voir des emplois publics. Le reverdissement, la grande muraille verte, ça c'est des emplois dans le domaine de l'environnement, la sécurité, n'est-ce pas? Ça aussi c'est des emplois qui sont stables. Donc c'est ça un peu l'objet de cette réunion, en tout cas que le chef de l'État veut organiser, qui est coordonnée par le ministère de la formation professionnelle et qui est la première vraiment qui va nous permettre, au niveau de Diamniadio, de passer une journée avec les acteurs, avec les jeunes, avec tous les acteurs concernés, avec les femmes. Les femmes ont beaucoup plus de problèmes pour accéder à l'emploi, on le sait. Les microfinances ont aussi des limites à cause des taux d'intérêt. Donc, en fait, c'est un grand débat qu'on devrait faire. Et à l'issue de ce débat-là, nous devons regarder de très près en tout cas les résultats, et d'associer vraiment tout le monde. Et c'est comme ça qu'on résout les problèmes complexes. Démarche inclusive. Il y a un élément important aussi sur lequel le président de la République a insisté lors de son message à la nation. C'est la construction citoyenne. Ça aussi, c'est en lien avec les politiques de jeunesse. Bien sûr. Quelle est l'importance que vous, sur la base de l'expérience que vous avez, l'importance que vous ressentez, que vous donnez à cette dimension-là? Alors, pendant ma carrière internationale, j'ai été dans beaucoup de pays où l'armée était, par exemple, obligatoire. Alors, par exemple, en Suisse, tout le monde doit être dans l'armée jusqu'à 45 ans. Ça veut dire que chaque semaine, moi, je devais libérer des employés pour qu'ils aillent pendant 3 semaines faire l'armée. Et c'est payé par les sociétés privées. Pourquoi? Parce qu'on veut montrer aux citoyens que cette patrie, cette nation, vous êtes d'abord le protecteur de cette nation-là. Vous devez prendre du temps pour cette nation sans exiger quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment ce modèle-là qui permet à ces gens de respecter d'abord l'État. Donc la promotion de la citoyenneté était d'abord l'affaire des privés. C'est l'affaire des privés, oui. Et c'est obligatoire au niveau de l'État. L'État fixe le chemin et les privés doivent financer ça. L'autre exemple que j'ai vu, c'est en Israël. Là aussi, même chose, beaucoup de gens ont fait l'armée avant de pouvoir travailler ensemble. Et d'ailleurs, si vous ne faites pas justement ces services militaires, alors dans la société, vous êtes quelque part vu comme quelqu'un qui n'a pas... Et on l'a vu aux États-Unis. À un certain moment, pendant leur guerre du Vietnam, etc., c'était très important d'avoir fait l'armée. Donc cette éducation citoyenne, c'est vraiment... j'ai toujours critiqué cela. Je pense que le Sénégalais doit améliorer cela. Et nous, quand on était enfants, on nous apprenait des leçons comme la morale à l'école, l'instruction civique, le drapeau, l'hymne national, ainsi de suite. Je crois qu'on doit revenir à ces valeurs-là et être plus sévère, en tout cas pour justement toutes les entraves qui sont faites au non-respect de ces valeurs, de nos symboles de la République. Parce que tant que les citoyens ne respectent pas leur drapeau, ne respectent pas l'État et ses institutions, la justice, leur justice, leur police, n'est-ce pas? Les hommes, en tout cas, que l'État a mis en place pour les protéger, en réalité, on ne pourra pas se développer. Donc c'est avant tout vraiment une question de citoyenneté. Fondamentaux. C'est des fondamentaux. C'est des fondamentaux. Merci beaucoup, M. Serigne Gueye Diop, ministre conseiller et maire de Sandiara. Merci d'être venu à cette émission. Merci, Omar, de votre invitation. Merci. Mesdames, Messieurs, merci à vous également d'avoir suivi. On se donne rendez-vous dimanche prochain.